Chers utopistes, bonjour et bienvenue dans le podcast du projet Utopia, un podcast qui s'intéresse au rapport entre science et société. Aujourd'hui, nous accueillons Céline Schopfer, qui est doctorante en philosophie à l'Université de Genève et qui s'intéresse à la notion d'esprit critique. Penser par soi-même, faire ses propres recherches, voilà bien des termes utilisés à outrance par les complotistes. À travers un papier de Jean-Baptiste Guillon, nous allons parler de la relation entre cet individualisme épistémique et le conspirationnisme, mais aussi avec la zététique, une forme de pensée qui se veut critique. Par contre, la critique qu'ils font, qui vient un peu heurter, qui prend un peu le bon sens à contre-pied, c'est en fait de dire qu'il n'y a pas quelque chose d'intrinsèquement irrationnel aux théories du complot. Les désavantages de ce genre de définition très complexe, c'est qu'elles sont difficiles à opérationnaliser, elles sont difficiles à tester. Et donc c'est vraiment cette idée, un petit peu comme un penseur isolé sur une île qui pourrait ne se fier qu'à lui-même pour estimer ce qu'il doit croire ou pas. Il y a beaucoup d'ouvrages de formation à l'esprit critique où l'image de couverture du livre, c'est le penseur de Rodin. Alors Céline, bonjour, bienvenue dans notre podcast. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter ? À la base, j'étais psychomotricienne. Je travaillais avec des enfants en situation de handicap. Puis après, j'ai complètement changé d'orientation. Je me suis vraiment intéressée à la philosophie, et en particulier à la philosophie des sciences. Et c'est dans ce processus de découverte de la philosophie des sciences que j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'esprit critique, et c'est devenu progressivement mon sujet de doctorat. Donc je m'intéresse au problème des multiples définitions de l'esprit critique dans le but de proposer une amélioration, une clarification conceptuelle de cette notion. Et qu'est-ce qui t'intéresse du coup dans la notion d'esprit critique ? Alors ça a vraiment été une notion coup de cœur comme ça, une découverte pour moi pendant les études de philosophie, avec cette vigilance qu'on peut avoir à l'égard des informations, comment on peut définir des critères pour pouvoir accorder un certain crédit aux informations, à ce qu'on voit. Moi, je viens d'un milieu qui a été assez croyant, avec beaucoup de pseudosciences autour de moi, et c'est vraiment des outils concrets qui m'ont permis de faire une forme de tri. Pour autant, je n'avais pas du tout conscience des difficultés conceptuelles autour de cette notion, et c'est vraiment mon directeur de thèse, Florian Kova, qui m'a permis de découvrir en fait tout un champ de la littérature académique qui porte justement sur l'esprit critique, que je découvre justement dans le cadre de ma thèse. Alors avec toi, en fait, on va parler d'un papier de Jean-Baptiste Guillon qui s'intitule « Les théories du complot et le paradoxe de l'individualisme épistémique ». Donc, c'est des mots compliqués, paradoxe et individualisme épistémique. Donc on va peut-être commencer par expliquer ce que c'est avant vraiment de rentrer dans le cœur du papier, si tu veux bien. Donc l'individualisme épistémique, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un ensemble de termes assez complexes, et en fait c'est intéressant parce que Guillon en propose pas tout de suite une définition. Il faut vraiment tourner de nombreuses pages pour que tout à coup il en propose une définition. Il parle d'une épistémologie strictement individualiste, et donc il dit selon laquelle je devrais tout vérifier par moi-même faute de pouvoir me fier au moindre témoignage d'autrui. Et puis il dit presque à la fin de son article que l'individualisme épistémique est le rejet de toute forme de privilège épistémique. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? C'est vraiment l'idée qu'au final on ne pourrait se fier qu'à soi-même pour vérifier les informations qu'on décide de croire ou de rejeter, et que finalement on peut pas placer en autrui sa confiance pour vérifier les différentes sources, pour vérifier les différentes informations. Et quand il parle de privilège épistémique, c'est vraiment cette idée qu'il n'y aurait pas de gens qui soit suffisamment digne de confiance pour m'apprendre quoi que ce soit. Et donc c'est vraiment cette idée, un petit peu comme un penseur isolé sur une île qui pourrait ne se fier qu'à lui-même pour estimer ce qu'il doit croire ou pas. Oui, c'est vraiment ce genre de phrase qu'on entend chez les complotistes, quoi, qui serait du style
vous êtes des moutons, pensez par vous-même, des choses comme ça, qui appellent du coup les individus qui ne sont pas comme eux, qui ne pensent pas comme eux, à penser par eux-mêmes parce que ce seraient des gens qui suivent la doxa, etc., etc. Exact, donc c'est en cela qui relie les théories du complot, l'individualisme épistémique. Oui. Mais on peut y relie en fait aussi un autre truc. Alors c'est assez étonnant parce que en général c'est des camps qu'on considère comme opposés. Donc il relie aussi la zététique. Donc le milieu de la zététique met beaucoup en avant cette idée de penser par soi-même, ou on va dire de faire ses propres recherches pour vérifier les informations. C'est plus dans cet axe-là en général qu'on en parle en zététique. Alors que les zététiciens, en général, ne sont pas experts. Si on va vérifier une information, si on va vérifier les choses, c'est justement parce que on n'est pas expert et qu'on a besoin d'aller vérifier. Si on était expert, on n'aurait pas besoin d'aller vérifier, en fait. Et donc, cette confiance en ses propres capacités de vérification, elle est peut-être, du coup, surévaluée par les zététiciens. Et c'est exactement ce que font les complotistes quand ils vont chercher des informations. En fait, ils les cherchent mal en général puisqu'ils trouvent des choses qui ne sont pas valables. Et donc, chez les zététiciens, ce serait un peu le même problème. D'après Guillon, en tout cas, ça pourrait poser ce même problème. Bon, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Moi, je suis pas vraiment d'accord, mais peut-être que j'en parlerai après ce que tu vas dire. Ouais. Alors moi non plus, je suis pas vraiment d'accord avec le postulat de Guillon. Et puis on a mené avec mes collègues Frédéric Thomas et Kenzo Nera une étude empirique. Alors pour l'instant c'est juste un préprint, il n'y a pas encore eu de revue par les pairs. Et c'est pas une étude qui pour l'instant est publiée, donc je mets juste quelques warnings de prudence autour de ce que je vais raconter en lien avec cette étude. Mais voilà, l'article de Guillon nous a tellement intéressés qu'on a voulu voir si effectivement c'était des choses qui pouvaient se vérifier en fait empiriquement. Mais avant de parler de ça, je rejoins ton point. C'est vraiment intéressant de voir à quel point le penser par soi-même, il y a autant des gens, des penseurs critiques qui s'en réclament que des conspirationnistes. Et au même titre que les conspirationnistes, généralement, pensent être ceux qui font preuve d'esprit critique parce que, justement, comme tu l'as dit, ils pensent par eux-mêmes. Et donc, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un phénomène comme un espèce de miroir rhétorique où on voit exactement le même type de phrase dans un camp ou dans l'autre, qui pourtant, ont évidemment pas du tout la même démarche. En faisant mes recherches sur les réseaux sociaux avec le hashtag Critical Thinking dans le cadre de ma thèse, j'étais tombée un jour, alors c'était assez joli parce que vraiment le même jour, j'avais eu un tweet plutôt de pro-vax, des gens pour le vaccin qui disaient les anti-vax manquent d'esprit critique, ils n'ont pas accès aux bonnes informations, et juste en dessous, un anti-vax qui disait les gens qui se font vacciner manquent d'esprit critique, ils n'ont pas accès aux bonnes informations. Donc vraiment une espèce de miroir rhétorique, vraiment le même type de façon de s'exprimer. Et effectivement, Guillon exprime bel et bien ça dans le papier en mettant en comparaison dans la vision de l'individualisme épistémique à la fois les zététiciens et à la fois les tenants de théorie du complot. Cela étant, comme tu l'as dit, moi je suis pas vraiment d'accord avec sa lecture de la zététique. La zététique en général va plutôt avoir tendance à favoriser la parole des experts, et justement c'est ce qu'il dit en fait, c'est que avec cet individualisme épistémique, on perd cette relation à l'expertise, et pour lui c'est tout le problème, quoi. Alors qu'au fait, au final, les zététiciens, ils vont plus appeler justement à faire confiance dans la parole des experts, alors que les complotistes vont soit choisir des experts en marge, donc on n'est plus dans le consensus, soit en fait être contre l'avis des experts par eux-mêmes parce qu'ils auraient vérifié les informations et donc ils sauraient mieux que les experts. C'est quand même assez différent. Et le problème, je trouve, c'est qu'il utilise donc un exemple de chaîne YouTube zététique qui, à mon sens, n'est pas vraiment représentative de ce qu'est la zététique. C'était une chaîne qui avait fait des vidéos avec hygiène mentale, mais qui, à mon sens, était quand même fragile. C'est-à-dire qu'on sentait que c'était quelqu'un qui était dans les balbutiements de l'apprentissage de la zététique, etc. Et qui était pas voilà, au top du top à ce niveau-là. Malgré tout, il y a des points qui vas-y.
Oui, c'était vraiment du propos plutôt de divertissement, en tout cas de ce que j'en ai vu. C'est que la chaîne c'est Outside the Box qui était avant le top 5. Je connais pas forcément le YouTuber, mais c'est vrai que dans la description de la chaîne, l'idée c'est il dit une chaîne avec la ferme intention de vous retourner le cerveau, et il y a vraiment un côté divertissant dans l'idée de présenter assez rapidement des recherches. Alors il traite de plein de choses sur sa chaîne. Il y a beaucoup de choses sur les rêves lucides, sur même sur le bonheur, les bitcoins. Voilà, il va parler de plein de choses, et je pense que le YouTuber c'est vraiment genre ce qui l'étonne, ce qui a retenu son attention. Bah, il va essayer de le synthétiser en de très courtes vidéos, et ça a pas vocation d'être quelque chose de très poussé, très recherché. Et je suis même pas sûre, il faudrait presque lui poser la question, mais je suis même pas sûre que lui-même s'identifie au mouvement zététique. Il y a eu effectivement cette collaboration avec Hygiène Mentale sur les arguments fallacieux dans le cadre de 2 vidéos, mais je suis pas sûre que lui-même se revendique de la zététique. Donc en ce sens, je suis pas tout à fait d'accord avec le choix de Guillon. Après, c'est vrai que plus loin, il dit que ce genre de vidéos intéresse les profs de philosophie qui, dans le cadre de cours sur l'esprit critique, vont montrer ce type de vidéos. Et alors à ce moment-là, ça pose effectivement un problème, parce que c'est pas vraiment du matériel pédagogique. Oui, ou alors faut arriver à le présenter de manière à montrer les faiblesses aussi, quoi. Mais ce que je trouve intéressant malgré tout dans ce point de vue-là, c'est que c'est vrai que dans tout le domaine, on va dire, de l'esprit critique, entre guillemets, de la zététique et tout ça, on a tendance à présenter la zététique comme un synonyme de méthode scientifique, alors que, enfin, c'est même Henri Brock qui parle de ça. Donc Henri Brock, pour ceux qui ne savent pas, qui est l'inventeur du terme zététique et de beaucoup d'outils utilisés en zététique. Et il y a un truc qui est intéressant quand il souligne, alors c'est un peu sarcastique, mais je trouve que c'est assez juste. Il dit, à une époque où le moindre shampoing est obligé de se parer du label prouvé scientifiquement, on ne saurait ignorer la dimension publicitaire de l'invocation de la méthode scientifique. Et effectivement, en fait, c'est un petit peu, des fois, un peu fallacieux de se dire, bah, nous, en fait, comme on fait confiance à la science, les scientifiques, ils disent ça, donc c'est vrai, ou on sent qu'on doit faire plus confiance. Enfin, c'est pas que c'est fallacieux, mais c'est un peu facile. C'est-à-dire que des fois, on a tendance peut-être à faire trop confiance sans justement avoir suffisamment d'esprit critique, il me semble. Ouais. Donc il y a une partie de la critique qui est pas complètement injustifiée à mon sens. Maintenant, je trouve qu'il prend pas le bon exemple et qu'il caricature un peu trop la zététique, quoi. Ouais. Et puis là où il a raison également, c'est qu'il y a effectivement souvent ce discours qui est plutôt un discours de prudence de la part des zététiciens, qui vont dire ne me faites pas, même à moi, ne me faites pas confiance, faites vos propres recherches, en essayant de dire, c'est pas parce qu'un zététicien vous le dit que c'est vrai. Essayez de pousser le viewer ou la personne qui consomme ce genre de médias à être actif en fait dans le processus critique, de pas être juste passif en disant bah quelqu'un a débunké donc c'est suffisant. Mais pour autant, il faut pas entendre. Enfin, j'ai l'impression qu'il faudrait pas entendre ne me faites pas confiance même à moi, à ne faites confiance à personne, ne placez votre confiance épistémique en personne et ne vous fiez qu'à vos intuitions, parce que là effectivement on vire dans un individualisme épistémique. Mais franchement, j'ai pas l'impression que c'est ce que prône le mouvement zététique. Et d'ailleurs dans l'étude dont je parlais tout à l'heure qu'on a fait avec Ken Zonera et Frédéric Thomas, on a vu que les zététiciens n'avaient pas cette tendance à l'individualisme épistémique. Ils étaient plutôt prudents en fait justement, et conscients de leurs propres biais, conscients de leurs propres limites, parce que évidemment l'individualisme épistémique met de côté en fait tout ce côté sur nos propres biais, les propres failles en fait de nos raisonnements. Donc c'était rassurant en fait de voir que empiriquement, en tout cas selon nos données, ce point de l'article de Guillon ne se confirmait pas, contrairement à d'autres points. C'était récolté par questionnaire, je suppose. Effectivement, ouais, effectivement, et on a eu la chance d'avoir la participation de plusieurs personnes du mouvement zététique, qu'on les remercie d'ailleurs. Après, le problème, c'est que, dans ce type de questionnaire, c'est que surtout si on se doute un petit peu de quoi qu'est-ce que ça va étudier, on peut avoir tendance à donner des réponses qui ne sont pas forcément représentatives des comportements réels. Mais c'est un petit peu souvent le problème des questionnaires d'ailleurs, mais
ça peut donner une grosse tendance en tout cas. En tout cas, déjà avoir conscience qu'on a des limites, c'est déjà bien. Mais non, c'est vrai qu'au quotidien, c'est beaucoup plus difficile à appliquer en réalité. Cette prise de conscience. Oui, tout à fait. Ouais, bref. C'est juste. On va pas s'apesantir beaucoup plus longtemps que ça sur les zététiques, mais s'il y a encore des trucs à dire, il y a des choses que j'ai notées sur ce qu'il disait qui étaient intéressantes, juste rapidement parce que je trouve ça bien, puisqu'on rapproche souvent la zététique de la méthode scientifique, etc. Il disait que justement cette tendance à vérifier par soi-même, à appeler à vérifier par soi-même, à lire les sources, etc., etc. C'est en fait, il dit, c'est tout le contraire de la méthode scientifique, puisque on sait très bien que la méthode scientifique, la science moderne, est pas la méthode, la démarche, pardon, est une entreprise radicalement collective. Donc voilà, c'est pas du tout individualiste pour un sou en réalité. Donc ça, j'ai trouvé que c'est quand même une remarque intéressante. Quoi. Alors ensuite, après avoir présenté, vas-y, après on enchaîne avec Pigden et Cody si tu veux. Oui, volontiers, ouais, très bien. Non, je voulais justement dire qu'il parle à un moment donné de ces conceptions un peu naïves de ce que c'est que l'esprit critique. Et ça, c'est vraiment une partie qui m'intéresse beaucoup dans ma thèse. En fait, il y a d'une part les définitions très issues de la littérature, mais il y a aussi qu'est-ce que les gens entendent par esprit critique. Et on est justement en train de faire un questionnaire sur cette vision un peu naïve de l'esprit critique, et il dit justement que c'est un peu facile de dire l'esprit critique c'est le scepticisme. Ben non, c'est plus compliqué que ça. Ou alors l'esprit critique c'est la méthode scientifique. Là aussi c'est plus compliqué. Et là, comme tu viens de le dire, si on simplifie en disant l'esprit critique c'est penser par soi-même, donc une forme d'individualisme épistémique, c'est complètement incompatible avec l'idée que l'esprit critique c'est la méthode scientifique, étant donné que c'est, comme tu l'as dit, une méthodologie collective. Donc ça c'est juste les deux définitions semblent s'exclure en fait. Après, on peut préciser quand on dit méthode scientifique, sachant très bien qu'il n'y a pas qu'une méthode scientifique, c'est pour utiliser un terme un peu générique qui est souvent utilisé, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pour ça que j'ai précisé démarche scientifique, parce qu'en plus c'est le terme qu'il utilise lui qui me semble déjà un peu plus approprié. Même si on peut aussi parler du fait qu'il y ait plusieurs démarches scientifiques. Exact. Donc après avoir présenté sa thèse qui est donc que l'individualisme épistémique serait un élément central du conspirationnisme, mais aussi de la zététique du coup, mais là il se centre surtout sur l'idée d'étudier le conspirationnisme. Il enchaîne en fait avec des penseurs, donc Pigden et Cody, qui sont, alors je sais pas s'ils sont tous les deux philosophes, mais il me semble que oui. Qui s'intéressent à ces questions et qui sont plutôt, on va dire, pro-complotistes, qui vont considérer que le complotisme n'est pas un problème et voire même que le complotisme est plutôt quelque chose de bénéfique. Donc ils développent les trois points principaux en fait qui sont défendus par ces personnages. Donc je vais lire le premier. Donc le premier, c'est: si les gens croyaient davantage à des théories du complot, cela ne serait nullement inquiétant, car il n'y a rien de problématique à y croire. Petit 2. Mais par ailleurs, il faut que les gens croient de plus en plus aux théories du complot. Petit 3. Et ce qui est inquiétant au contraire, c'est que les gens détectent de moins en moins les complots réels que trament les puissants, car les gens ne seraient plus assez conspirationnistes, ce qui fait qu'ils tombent dans l'irrationalité inverse que Cody appelle théorie de la coïncidence. Oui, alors je pense qu'il faut mettre un gros warning au tout début sur ce qui est dit là, parce que comme il le dit juste à la page précédente, il dit: aucun philosophe ne défend bien sûr qu'il est rationnel de croire au complot reptilien ou d'être négationniste à propos de la Shoah. Donc il faut quand même, c'est pas du tout le propos des deux philosophes, c'est pas de dire effectivement Barack Obama c'est un reptilien, etc. c'est pas le propos. Par contre, la critique qu'ils font, qui vient un peu heurter, qui prend un peu le bon sens à contre-pied, c'est en fait de dire qu'il n'y a pas quelque chose d'intrinsèquement irrationnel aux théories du complot. Et par là, ce qu'ils veulent dire, c'est que
et c'est là où ils arrivent plus loin dans l'article, c'est qu'il y a un souci quant à la définition même de ce que c'est qu'une théorie du complot. On a tous en tête de très nombreux exemples sur ah mais ça c'est une théorie du complot, ça c'est voilà, etc. On a plein d'idées, que ce soit les attentats du 11 septembre, etc. Et pour autant, quel est le point commun en fait entre toutes ces théories? Et d'ailleurs, il va proposer lui-même plus loin dans l'article une définition. En fait, les deux philosophes qui sont cités ici disent que finalement, il y a que les composantes normatives, c'est-à-dire de dire cet énoncé est faux. Et donc, corollaire, il est irrationnel de croire ce genre de propos. Ça, c'est pas forcément nécessaire de le mettre au cœur d'une définition de la théorie du complot. Je sais pas si je suis suffisamment claire. Je pense que ce qu'il faut préciser, donc tu l'as dit, mais je vais repréciser un petit peu plus, c'est que le fait qu'il soit difficile en fait de trouver des points communs dans chaque théorie du complot, vu que elles vont de la plus irrationnelle possible à quelque chose de plus crédible, ça devient compliqué. Pour eux, c'est impossible déjà de trouver un point commun à tout ça, qui soit suffisamment répandu à tout ça. Et aussi, ils disent que ce serait pas inquiétant. Et que c'est pas proprement irrationnel dans le sens où la rationalité est quelque chose de normatif, c'est-à-dire que on se base sur une norme sociale intégrée de ce qui serait rationnel ou pas, et que du coup ce serait un jugement de valeur de dire que ceci est irrationnel, et ça permettrait à terme du coup de utiliser l'argument de l'irrationalité pour discréditer les complotistes, et donc de appeler au complotisme des gens qui ne seraient peut-être pas forcément, pour les discréditer plus facilement. Voilà, c'est un petit peu l'ensemble de leurs propos qui, à mon sens, se tient moyennement. Parce que ça donne un peu l'impression que ça nie le fait qu'il puisse y avoir des problèmes liés à ces théories-là, en fait. Exact. Oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord avec toi. On a vraiment le sentiment qu'on reste à un niveau très théorique, et c'est souvent le problème avec la philosophie, qu'on reste à un niveau très théorique et que c'est comme si on supposait que les croyances n'avaient pas d'effet. Or, les données empiriques montrent que l'adhésion à des théories du complot peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, notamment par exemple sur un choix de vaccination ou pas, mais sur la participation démocratique, etc. Donc il y a des effets concrets à l'adoption de ce genre de croyances, et ça c'est assez étonnant de voir que les deux philosophes en question ne prennent pas en fait ces éléments-là dans la réflexion. Enfin, ils n'en font pas état. Et quand ils disent qu'il y a finalement rien de mal à l'adoption de théories du complot, et qu'au contraire, il faudrait voir presque plus de complots, enfin, il faudrait s'exercer à identifier quelque part les complots, plutôt que d'être passif. On est encore de nouveau dans cette rhétorique de ne pas être un mouton, d'être actif dans le processus. Cette idée d'être actif me semble tout à fait pertinente, mais pour autant, est-ce qu'il faut prôner plus de recherche de complots, ou est-ce qu'il faut prôner peut-être plus de scepticisme ou de processus de vérification, en somme, peut-être plus d'esprit critique? Ça me semblerait quand même bien plus judicieux. Et puis, en fait, pour défendre leur point de vue, ils ont des arguments. Donc, il y en a 4 qui sont les plus importants. Donc, c'est l'argument des complots existants. Donc, en gros, c'est l'idée de dire que puisque il y a déjà eu des complots et qu'on ne peut pas vraiment différencier un vrai complot d'un faux complot d'un point de vue de la définition, c'est un peu compliqué. En tout cas, avant qu'on soit certain que ce soit un vrai complot, c'est un peu compliqué de faire la différence. Du coup, c'est pas irrationnel d'estimer que une théorie du complot puisse être un vrai complot au final. C'est un petit peu le point de vue de l'argument des complots existants. Ensuite, ils ont l'argument de la chasse aux sorcières politiques, qui est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on peut du coup cibler un adversaire politique pour le discréditer. Alors, le point qui est discuté par Guillon, c'est qu'en fait, ils utilisent eux-mêmes, ils disent qu'en fait que c'est utilisé par les conservateurs pour discréditer l'extrême gauche. Mais en fait, comme le soulève Guillon, c'est oublier qu'une bonne partie des théories du complot sont données par l'extrême droite, et donc du coup, ça marche plus leur comparaison, quoi.
Il prend l'exemple du complot juif comme étant utilisé comme si le complot juif était si le complot juif était un anathème, donc pour discréditer par les conservateurs, ce serait quand même un peu bizarre, quoi. Absolument. Ça aurait pas trop de sens, quoi. Mm-hmm. Ensuite, il y a l'argument du vice opposé. Alors celui-là, personnellement, c'est celui que je trouve le plus intéressant, et d'ailleurs c'est le seul que Guillon ne contredit pas tout à fait. Donc l'argument du vice opposé, en fait, c'est de dire qu'à force de rejeter les théories du complot, parce que ce seraient des théories du complot, du coup, ça conduirait à rejeter d'emblée toute idée de complot. C'est-à-dire qu'on aurait plus tendance à laisser passer les vrais complots parce qu'on n'aurait pas suffisamment de preuves, etc. On n'irait donc pas investiguer parce qu'on considérait que ce sont des théories du complot, pas justifiées. Et donc, on laisserait couler et finalement, les comploteurs feraient un peu ce qu'ils veulent. Je trouve que ce point-là, c'est peut-être le plus pertinent. Après, lui, il dit que malgré tout, le fait qu'il existe un vice opposé, donc ce vice-là d'oublier les complots, les vrais complots, et que même si ce vice se développe aujourd'hui, ça n'implique pas qu'il n'y ait pas en même temps un développement de l'irrationalité conspirationniste, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas en même temps un développement du complotisme. C'est-à-dire l'un n'empêche pas l'autre, et donc du coup ça c'est pas très important c'est bien de faire attention, c'est bien de le souligner pour dire attention, de pas avoir trop tendance à rejeter les théories du complot d'emblée, il faut vraiment investiguer à chaque fois. Ça, ok. Mais par contre, ça veut pas dire qu'il faut pas s'occuper du conspirationnisme qui peut poser problème, quoi. Et le dernier point, c'est l'argument de l'absence d'irrationalité spécifique. Donc, c'est-à-dire, il est impossible de réunir les différents types d'irrationalité présentes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le côté normatif, etc., etc. Donc voilà, ça c'est leurs 4 points. Bon, on va dire en gros que c'est quand même super intéressant de savoir déjà qu'il y a des penseurs qui développent des idées comme ça, parce que c'est quand même pas, enfin, il me semble que c'est quand même pas hyper courant non plus. Mais ça permet en tout cas, je pense, de trouver des réponses en face qui permettent de construire, on va dire, une argumentation pour se dire donc quand même il y a des problèmes liés aux théories du complot, les gars, vous déconnez un peu. Même si intuitivement on a ce sentiment-là, du coup ça permet de lire ce genre de trucs, ça permet je trouve d'appuyer son point de vue peut-être un peu intuitif par des arguments assez consistant, puisque Guillon, je trouve qu'il y répond plutôt très bien. Et en gros, il les démonte, quoi. Sur la méthode qu'il utilise pour leur répondre, qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, personnellement ? Mais je trouve que effectivement c'est très bien construit, et puis il y a clairement une honnêteté intellectuelle de sa part de souligner là où ils amènent quelque chose qui est intéressant et qui est juste le raisonnement est intéressant, notamment celui, comme je le disais tout à l'heure, de questionner en fait ce problème de la définition des théories du complot. Tu parlais tout à l'heure du fait que il mentionne dans l'article justement les 2 philosophes les complots existants, en disant mais en fait il existe des complots, donc on a raison de se méfier. Et pour autant, par exemple, il parle de l'assassinat de Jules César. Le fait que Jules César ait été assassiné suite à un complot, est-ce que vraiment, intuitivement, on peut parler en ce sens de théorie du complot ? Est-ce que ça tombe sous la définition intuitive qu'on en a ? Ça me semble un peu étonnant. On a l'impression qu'on n'est pas tout à fait au même niveau que le 11 septembre qui aurait été fomenté, etc. Des choses comme ça. Donc on a l'impression qu'il y a vraiment ce problème de la définition des théories du complot, et qu'est-ce qu'on y met, et est-ce que vraiment on met cette composante irrationnelle au sein de la définition, ou est-ce que, et ça c'est ce que prônent justement les philosophes, est-ce qu'on fait une définition vraiment factuelle, qui ne comprend pas de composante normative, qui dit juste voilà c'est l'explication d'un phénomène historique par exemple par le biais d'un petit groupe puissant qui aurait fomenté, qui aurait comploté ensemble, et comme ça il n'y aurait pas de jugement normatif sur est-ce qu'il y a de l'irrationalité à croire ce genre de choses, en fait. Et eux prônent typiquement ce genre de définition, absolument pas normative. Mais Guillon, lui, propose une définition qui est normative et qui est vraiment intéressante pour le coup, parce qu'il met vraiment des critères
pour définir en fait ce qu'est une théorie du complot. Donc il va dire, enfin je sais pas si tu avais déjà l'intention qu'on on va parler après de. Oui, genre c'était juste après. Effectivement, en fait, quasiment tous les points que développent ces Pigden et Caudy, au final, ce que ça soulève, c'est vraiment cette idée il manque une vraie définition, en tout cas philosophiquement costaud, pour définir les complotismes, les théories du complot, pardon, plutôt que le complotisme, les théories du complot, et du coup permettre de différencier donc les vrais complots des faux complots, le fait que est-ce que c'est irrationnel ou pas irrationnel, tout ce genre de choses. Et du coup, Guillon, il a dit, ok, alors j'ai compris que le problème c'était ça. Les gars, j'arrive, je m'en occupe. Exactement. C'est un petit peu une définition qui est vraiment dans l'orientation normative. Alors on peut la critiquer. Effectivement, il y a peut-être 2-3 points sur lesquels je vais revenir, mais lui, il dit que la théorie du complot doit répondre un peu à 3 critères. C'est une théorie, qui va à l'encontre de la version reçue par les experts. C'est 2, une théorie qui ne repose pas sur les informations privilégiées, mais sur des informations publiquement accessibles. C'est plutôt un critère intrinsèque. Et 3, qui construit son explication alternative en connectant un grand nombre de données publiquement accessibles par une prétendue inférence à la meilleure explication. Donc il y a vraiment cette idée de connecter les points entre eux qui semblaient ne pas avoir de rapport, mais là en fait le lien a été bien démontré. Il reprend un peu les critères de Keely en fait, qui sont exposés juste au-dessus, où il dit voilà, les théories du complot vont à l'encontre de la version officielle. Il y a une volonté malfaisante de la part des gens qui ont créé qui sont les instigateurs de ce complot. Il y a encore une fois cette tendance à connecter entre eux des événements qui pour autant semblent sans rapport. Les complotistes les tenants de théories du complot réussissent à faire ces liens entre eux. Et puis dans les autres critères, il y a l'idée de cette vérité qui se cache derrière des secrets bien gardés. Souvent, les personnages puissants, les personnages à la tête des États sont là pour cacher, en fait, pour garder ce genre de secret. Et puis, le dernier point, c'était l'outil principal, du théoricien du complot. Ce sont les données détachées, les données détachées qui sont sans explication, les données contradictoires, en gros, encore une fois, qui vont contre la version officielle. Donc là, Guillon propose, sur la base de Keely, une définition très normative. Alors, elle est intéressante et me semble vraiment apporter des éléments en plus qu'une définition simple et descriptive. Le désavantage, et puis Kenzo Nera montre très bien ça dans ses travaux, les désavantages de ce genre de définition très complexe, c'est qu'elles sont difficiles à opérationnaliser, elles sont difficiles à tester. C'est difficile de créer des tests sur la base de ce genre de définition. Et en ce sens, l'approche proposée par Pigden et Caudy est plus facile à opérationnaliser et plus facile à utiliser dans le cadre de tests, par exemple, que celle ici proposée par Guillon, qui est très intéressante, mais du fait, ça va être difficile d'en faire quelque chose. Moi, en tout cas, elle m'avait vachement intéressé, sa définition, parce que je trouve qu'elle se base effectivement sur des critères déjà donnés par Keely et peut-être par d'autres aussi, je sais pas exactement. Je suis pas assez connaisseur de cette question, mais en tout cas, c'est des critères que j'avais pas forcément souvent croisés. Et surtout, par rapport à Keely, il fait une grosse différence. C'est que plutôt que d'être quelque chose qui va à l'encontre de la version officielle, entre guillemets, lui, il dit que ça va à l'encontre de la version reçue par les experts, donc en gros du consensus scientifique, quoi. Et ça, c'est une différence assez importante, parce que elle me semble plus juste finalement. Alors je sais pas si j'ai pas peut-être suffisamment réfléchi pour me dire si c'est juste tout le temps, parce que peut-être qu'il y a des théories du complot qui n'invoquent pas forcément de domaine scientifique. Dans ce cas-là, il y a peut-être pas d'expertise en données, mais ça me semble quand même vérifié dans beaucoup de théories du complot, quoi. En tout cas, les principales auxquelles je pense, là, il y a toujours au moins une notion scientifique qui vient dedans, même dans le 11 septembre.
il y a la question des tours qui sont tombées pas en même temps, pas tout à fait droites, etc. Enfin, il y a plein de théories par rapport à tout ça, la manière dont fondent les matériaux à telle température, etc. Et en fait, tout ça, finalement, il y a des experts qui sont penchés dessus et qui ont dit non, en fait, c'est bon. Et c'est qui était intéressant d'ailleurs avec le 11 septembre, d'après ce que j'en sais, je suis pas expert de ce sujet-là, mais d'après ce que j'avais lu et compris, c'est qu'il y a même eu des recherches, parce qu'il y avait des choses qu'on pensait savoir ou dont on n'était pas sûr, et donc après ces théories du complot-là, il y a eu des recherches pour vérifier. Et en fait, au final, on s'est rendu compte qu'on a appris en fait des choses par rapport aux matériaux, justement, à leur capacité à fondre selon des contextes différents, qu'on n'avait peut-être pas étudié tous les contextes, etc., etc. Et du coup, ça nous a appris des choses, ça fait avancer la science au final. Donc, comme quoi, le complotisme peut faire avancer la science. Merci les gars. Mais voilà, du coup, ça me paraît assez juste de préciser que c'est plutôt une opposition au consensus d'experts, quoi. Ça, c'est quelque chose qui s'est vérifié pendant le Covid aussi, etc. Donc, je trouve que c'est un bon point de vue. C'est juste et c'est intéressant à ce point, si je me permets. Il le dit d'ailleurs plus loin dans le texte, l'important de distinguer le pouvoir politique, par exemple, qui n'est pas une autorité épistémique. Et c'est un point intéressant qu'on retrouve dans un article de Bouvier de 2014 où en fait il dit il y a souvent une confusion entre des autorités qui sont institutionnelles, ça va être le gouvernement, ça va être la religion par exemple, et des autorités épistémiques. Alors ça va être peut-être la recherche, le milieu scientifique, etc. Et en fait quand il y a ce rejet de l'expertise, on rejette tout autant, au même titre, le gouvernement que l'expertise scientifique, comme s'ils étaient un petit peu pareils. Alors, évidemment, la distinction n'est pas très claire entre, des fois, ces deux types d'autorités, parce que si on prend la recherche, par exemple, l'université est une autorité institutionnelle, et les chercheurs sont plutôt une autorité épistémique, mais qui ont besoin de cette validité de l'institution pour garantir leur autorité épistémique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce c'est entrelacé, mais pour autant, c'est important de distinguer, en fait. Est-ce que le gouvernement est une autorité épistémique? Non, pas nécessairement. Oui, c'est là peut-être c'est peut-être là où on aurait peut-être dû expliquer ce qu'était épistémique, peut-être pour les gens qui savent pas. Pour que du coup là ils voient vraiment la différence peut-être avec ce qui est le domaine de l'État, de la politique, du gouvernement, etc. Et de tout ce qui est épistémique. Donc épistémique, c'est tout ce qui... Ouais, c'est toi la philosophe, je vais te laisser expliquer du coup. Ce sera mieux. qui est relatif à la connaissance. Donc une autorité épistémique, ça va être une autorité qui nous permet d'avoir accès à un certain nombre de connaissances. Et tout à l'heure, on parlait de privilèges épistémiques. Ça veut dire que certains auraient accès à certaines connaissances que d'autres n'y ont pas accès. Et comme on parle aujourd'hui d'individualisme épistémique, c'est vraiment l'idée que je pense par moi-même, je sais des choses et ces choses, je les sais par moi-même. Parfaite transition avec le deuxième point de Guillon, du coup, puisqu'il, tu l'as dit, il disait qui ne repose pas, donc, alors, les théories du complot est une théorie qui ne repose pas sur des informations privilégiées, mais sur des informations publiquement accessibles. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que du coup, l'expertise, c'est plus des informations privilégiées, puisque, entre guillemets, c'est que les experts qui ont la maîtrise de ces informations-là, et qui savent tempérer, qui savent les mettre en relation les unes aux autres, etc. Alors que les complotistes, en général, ils vont chercher par eux-mêmes, donc du coup, ils vont avoir accès à des choses qui sont accessibles publiquement. Alors après, il note, ces informations privilégiées, on peut peut-être les avoir parce que quelqu'un de privilégié nous les a fournies. Et donc, du coup, on pourrait devenir de fait un informateur privilégié des autres, puisqu'on a eu accès à des informations privilégiées. En fait, il revient sur ça en expliquant il dit que dans le conspirationnisme, l'individualisme épistémologique est quand même au cœur. C'est-à-dire qu'ils vont engager les gens d'aller vérifier par eux-mêmes. Et donc, du coup, c'est extrêmement rare qu'une personne va dire en fait qu'elle a en sa possession des documents qu'elle ne peut pas montrer, que personne ne pourra consulter, parce qu'elle serait pas crédible en fait aux yeux des autres, quoi. Alors ça a sûrement déjà existé, mais c'est vrai que je pense que c'est assez rare. En général, ils vont plutôt fournir des gens en disant allez voir les sources, regardez les preuves, c'est facile à trouver, les vérifier par vous-même, quoi. Voilà.
Oui, exactement. Sachant qu'ils ont accès au même Internet que nous. Donc, ouais, c'est en fait, c'est le meilleur argument pour séduire les auditeurs, quoi, tout simplement. C'est de leur dire, vous êtes vous aussi, vous pouvez savoir la vérité, allez-y, quoi. Voilà. Exact, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Le troisième critère, alors c'est une théorie du complot, c'est une théorie qui construit son explication alternative en connectant un grand nombre de ces données publiquement accessibles. Donc il faut forcément que les données soient accessibles pour qu'on puisse faire les liens en fait entre les choses, quoi. Parce que si tout est caché, forcément, pour faire des liens, c'est beaucoup plus compliqué. Donc même s'il y a des gens qui vont dire que j'ai des documents privilégiés que je peux pas vous montrer, il faudra que ceci entre en résonance avec des choses auxquelles les gens ont accès pour qu'ils puissent y croire, quoi. Voilà, ouais, tout à fait. Donc ça, c'était quand même un point assez important, il me semble. Alors il dit, lui, la méthode qui permet de passer de données publiquement accessibles à une théorie allant à l'encontre du consensus des experts peut être résumée par l'expression anglo-saxonne connecting the dots. Donc le conspirationnisme collecte et sélectionne un grand nombre d'informations publiquement accessibles afin de prétendre que ces données, mises en lumière de manière appropriée, font apparaître une certaine logique, un certain schème explicatif. Voilà. Donc ouais, ça c'est plus ou moins c'est les données erratiques qu'on va récupérer avec des différents biais de confirmation, des choses comme ça, qui vont essayer de confirmer l'idée qu'on a déjà, que le gouvernement veut du mal, par exemple, ou des choses comme ça. Ouais, c'est le fameux comme par hasard, avec des fois une confusion entre causalité et corrélation. C'est arrivé en même temps. Là, le fait qu'il y ait eu la levée des mesures, en tout cas c'était le cas en Suisse, la levée des mesures quasiment en même temps que 2 ans auparavant, l'imposition des mesures liées à la situation sanitaire. J'ai pas suivi ça. C'est vraiment en mars 2020 l'imposition des mesures sanitaires et en mars 2022 presque la même semaine, comme par hasard. Donc il y avait vraiment cette confusion causalité-corrélation encore une fois. Oui, et puis un problème de perception du hasard aussi. Oui, exactement. Oui, là dans le cas là, c'est plus une question de coïncidence que de causalité. Oui. Même moi, je fais la confusion. Donc du coup, alors moi, j'aimerais juste dire un petit truc, c'est que j'ai pas forcément l'habitude de lire des papiers philosophiques. Et j'ai quand même été vachement impressionné en fait par la capacité. Alors je sais pas si c'est tout le temps comme ça, mais en tout cas, Jean-Baptiste Guillon a une capacité à expliquer les choses de manière très 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 rigoureuse. C'est-à-dire que il va vraiment prendre le problème par tous les bouts. Alors ce qui fait que des fois il y a des longueurs dans le texte, ça c'est des fois un peu long à lire parce que je te dis mais il va en venir au fait un petit peu. ça n'arrive jamais parce qu'en fait il prend des circonvolutions mais elles sont toutes pertinentes en fait. Il y a toujours des raisons à en parler et voilà, j'ai été assez épaté par ça, cette capacité du coup pour définir, à vraiment prendre tous les petits points pour pouvoir définir chaque point pour que tout soit clair et que son raisonnement soit le plus valide possible, quoi. Je trouve qu'il fait justement, il expose son point de vue plutôt dans la toute fin, la toute conclusion. Il fait un appel à plus de clarté autour de la notion d'esprit critique, qui moi a été un grand moteur aussi. Cet article a été un grand moteur pour le début de ma thèse. En fait, comme tu le dis, il fait cet effort de clarification tout au long de l'article. C'est d'une très grande clarté. Il faut vraiment reconnaître ça. En plus, écrit en français, ce qui est pas toujours le cas. Donc là, c'est agréable pour les francophones de pouvoir le lire en français. Non, c'est un article très très bien rédigé. Tout à fait. Du coup, est-ce que tu avais dit qu'il y avait des petites remarques ou des petites choses dans sa définition du complotisme qui était discutable? Alors moi déjà, je trouve qu'il y a un truc qui est étonnant, c'est qu'il parle jamais de complot. C'est-à-dire qu'il dit pas il faut qu'il y ait un complot ou qu'il y ait en tout cas qu'on parle de complot, qu'il y ait une idée de complot derrière, quoi. Mais après je pense que c'est un peu une évidence évidemment, mais puisqu'on parle d'une définition, il semblerait que ça paraît très évident qu'il en parle, quoi. Ah ouais, non, effectivement. Non, alors sur le point de sa définition, je trouve intéressant, alors mis à part ce côté, mais ça je l'ai déjà dit, le côté que ça va être difficile à opérationnaliser, mais c'est vrai que le fait de supposer que c'est un récit qui est biaisé intrinsèquement suppose l'irrationalité de celui qui va y croire. Et ça peut être problématique en fait, de dire par définition, si tu crois à ce genre de choses,
tu es irrationnel. Enfin, vraiment cette attaque presque ad hominem sur la rationalité de celui ou celle qui va adopter ce genre de croyance peut être problématique. Oui, c'est d'ailleurs des points soulevés par Pygden et Cody, hein. C'est le côté anathème. C'est facile de discréditer avec ça, et c'est souvent soulevé d'ailleurs par tous ceux qui étudient le complotisme dans les sciences sociales. Hein. C'est que de plus en plus c'est utilisé comme ça, donc voilà, attention au terme, à l'utilisation du terme. Attaquer autrui sur sa rationalité, c'est un lieu commun de l'argumentation. Hein. Se dire que la rationalité elle est de notre côté et que forcément si l'autre ne va pas dans notre sens, mais c'est forcément qu'il est irrationnel, c'est qu'il comprend rien en face. Je comprends qu'on puisse avoir tendance à aller là-dedans, et c'est intéressant parce que on peut remplacer quasiment rationalité par esprit critique, comme je le disais au début de notre entretien. Il y a toujours cette espèce d'attaque que c'est autrui qui manque d'esprit critique, tandis que moi j'en ai tout plein. Moi j'arrive à raisonner très très bien, j'ai une super logique. Par contre autrui, c'est sûr qu'il en manque. Donc c'est assez intéressant parce que ça va dans les deux sens. Oui, mais après, il y en a, pour en avoir discuté avec des personnes, il y en a qui vont défendre ça en disant oui, mais après les complotistes ne se gênent pas pour aussi dire que nous sommes des moutons, pour nous attaquer, quoi. Donc pourquoi nous on se gênerait, quoi. J'entends bien, tout à fait. Donc ça peut se discuter, mais effectivement, ça dépend des objectifs qu'on a. Si vous essayez de discuter avec les personnes, ou si on veut essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, si on veut essayer d'étudier la question, il me semble que c'est quand même une des bases de pas discréditer de suite d'office les personnes avec qui on échange, quoi. Après, j'entends bien que aller partir en croisade pour instiller plus de rationalité dans les échanges, des fois c'est peine perdue, et c'est pas un effort qu'on peut consentir à faire avec n'importe qui, donc tout à fait. Ouais, surtout sur Internet, c'est encore plus difficile. Exactement, oui, tout à fait. Alors, tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que du coup, tu as d'autres points à apporter par rapport à l'étude que vous avez faite et sur ces questions-là? Parce que du coup, tu pourrais parler de l'étude et qu'est-ce que vous avez voulu chercher dans votre étude et qu'est-ce que vous avez trouvé du coup, même si, on le redit, l'étude n'est toujours pas publiée, donc il n'y a pas eu pour l'instant de relecture par les pairs. Ça peut encore changer ou être complètement discrédité, peut-être. Tout à fait. On espère que non, mais effectivement, c'est une option à envisager. Alors en fait, sur la base de l'article de Guillon, avec mes collègues, l'idée c'était vraiment de tester en fait le postulat de Guillon sur cette proximité entre individualisme épistémique et théorie du complot, mais aussi appartenance aux mouvements zététiques. Et puis le premier but en fait de notre étude, ça aura été de créer une échelle de l'individualisme épistémique, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas dans la littérature. Et du coup, dans une première étude, on a créé une échelle avec toute une série de questions comme ça, et puis après on l'a testé pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et puis on a fait une seconde étude pour essayer de confirmer, de voir ce qui marchait bien. Et finalement il y a deux dimensions qui sont sorties de l'échelle de l'individualisme épistémique, et c'est intéressant parce qu'on retrouve ces deux dimensions justement dans le papier de Guillon. Il y a à la fois la défiance à l'égard des experts, avec évidemment la grande difficulté de définir ce que c'est qu'un expert. Et voilà, défiance à l'égard des experts, comme le dit Guillon quand il dit rejet de toute forme de privilège épistémique, on est vraiment là-dedans. Donc ça, c'est la première dimension. Puis alors pourquoi difficile de définir ce qu'est un expert? Parce qu'en fait, peut-être qu'il suffit juste de parler de ce que les gens pensent être un expert. Ce qu'ils identifient comme étant un expert, en tout cas, voilà. En quel sens? À partir du moment où ils identifient une personne comme un expert et que du coup ils vont s'opposer, il suffit en fait qu'ils l'identifient comme un expert pour s'y opposer, tu vois. Ah oui, voilà, oui, effectivement, ouais, tout à fait. C'est pas besoin de définir l'expert. Qu'est-ce que c'est un expert? Il suffit juste que les gens l'identifient comme tel, quoi. Voilà, exactement. Mais en fait, c'est une difficulté qu'on a rencontrée pendant la conduite de cette étude, c'est qu'il y avait des gens qui nous disaient, j'ai participé à votre questionnaire, mais en vrai, ça dépend ce qu'on entend par expert. Parce que voilà, il y avait une certaine partie de l'échelle, c'était quand j'entends que quelqu'un est qualifié d'expert, je me méfie directement de ce qu'il peut proposer. Et donc on disait d'accord, mais ça dépend en fait ce qu'on entend par expert. Donc en fait c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Oui, d'accord. Parce que ça dépend du coup si la personne se définit comme expert.
C'est vrai que ça peut être douteux déjà, parce que en général, c'est plutôt un expert, c'est plutôt défini par les autres experts. Les autres experts du même domaine. C'est ça, il y a les gens qui s'auto-proclament experts, et puis il y a aussi surtout, si tout à coup les médias par exemple disent que lui est un expert, alors d'office je vais me méfier, parce que c'est pas moi qui ai décidé que c'était un expert, mais quelqu'un m'a dit que c'était un expert. Donc il y a aussi ça en fait, c'est qui donne ce titre, qui donne ce label, et aussi à quels critères en fait. Et ça c'est une vraie question d'esprit critique finalement. Si je place ma confiance dans une autorité épistémique, en fait, à quels critères est-ce que j'estime que oui, cette personne, elle est digne de confiance pour que je puisse apprendre certaines choses de cette personne-là. Donc, il y a vraiment toute une question. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez débattu dans la littérature sur finalement, c'est quoi un expert ? C'est vraiment super intéressant. Donc, la première dimension, c'était justement cette défiance à l'égard des experts. Et ensuite, la seconde dimension, c'était le fait de se fier à soi-même. Et c'est intéressant parce que finalement, on a l'impression que le complotiste va douter de tout le monde, sauf de lui-même, en fait. Le tenant d'une mentalité conspirationniste va dire, en fait, il y a personne qui possède un privilège épistémique. Par contre, il va se fier à son propre jugement. Vu qu'il est dans une forme d'individualisme épistémique, il faut bien qu'il y ait une certaine confiance à l'égard de ses propres jugements, à l'égard de ses propres méthodes d'accession à de la connaissance en fait. Donc ça c'est intéressant, cette idée de c'est ma charge, c'est à moi de faire toutes mes vérifications, et en fait je peux me fier à personne pour le faire à ma place. Donc en fait c'est un petit peu ces deux versants en fait de l'individualisme épistémique, et donc la première partie de l'étude ça aura été de créer cette échelle, et puis dans les résultats qu'on a pu avoir, c'était à la fois le fait qu'on retrouvait pas vraiment cette composante de l'individualisme épistémique auprès de gens qui s'identifient aux mouvements zététiques, ce qui est plutôt effectivement rassurant. Par contre, alors c'est bel et bien une composante des personnes qui sont plutôt tenants d'une théorie du complot, et c'est d'ailleurs la thèse principale de l'article de Guillon, qui dit dans cet article, la thèse que je défends, c'est que l'individualisme épistémique est l'une des causes profondes du développement des théories du complot. Alors, est-ce que c'est une cause ou est-ce que ça va ensemble ? Dans tous les cas, nos données montrent que c'est fortement corrélé. Oui, qu'il y a une corrélation, quoi. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une causalité, comme on disait tout à l'heure. C'est pas toujours la même chose. Mais le fait que ce soit lié, ça peut vouloir dire effectivement que c'est la cause, mais ça peut aussi vouloir dire que c'est concomitant, c'est-à-dire que ça arrive en même temps, ça se construit en même temps, ou peut-être même que la causalité est inverse, quoi. Peut-être que c'est parce qu'on est conspirationniste qu'on développe un individualisme épistémique, parce qu'on perd la confiance envers les autorités, quoi. Mais par contre, peut-être que ça peut être un moyen de détecter, en tout cas dans les études, ça peut être un nouveau moyen de détecter le conspirationnisme, quoi. Peut-être ça peut être intégré dans les échelles de conspirationnisme, quoi. Exact, ouais. Ça serait super, en tout cas. Ouais, ah bah oui, ce serait valorisant pour vous, c'est sûr. Oui, on se le souhaite. Mais en tout cas, c'est déjà ambitieux, ouais, effectivement, d'avoir établi une échelle comme ça, et ensuite, est-ce que du coup, vous avez travaillé une définition des théories du complot, du conspirationnisme un peu différente de ce qui se dit d'habitude en psychologie sociale? Là, du coup, c'est un travail que j'ai fait avec Kenzo uniquement. Mais oui, effectivement, là aussi, on a fait un travail sur ces différentes définitions qui existent, avec la difficulté des définitions qui ont une composante normative et d'autres qui n'en ont pas, qui sont plutôt agnostique épistémiquement parlant. Et du coup, on a fait une étude autour de ça, et puis on a proposé une définition qui est plus autour du rôle que jouent ces autorités épistémiques dans le regard que les tenants de la théorie du complot de différentes théories du complot peuvent avoir. Donc en fait, on a l'idée que il y a vraiment ces autorités épistémiques qui intentionnellement sont presque de mèche en fait avec les gens qui sont malveillants en coulisses. Les comploteurs, quoi. Voilà, exactement. Donc en fait, il y aurait ces autorités épistémiques qui volontairement cachent la vérité. Donc ce qui expliquerait d'autant plus. Donc les scientifiques, les journalistes, ce genre de choses, quoi. Voilà.
Ouais, tout à fait, exactement. Et donc on aurait une définition qui laisse une place en fait, et du coup en ce sens elle me semble intéressante, qui laisse une place en fait à ces autorités épistémiques qui sont l'objet de la défiance dans le cadre de l'individualisme épistémique. En fait, c'est envers eux qu'on a cette méfiance. En fait, c'est eux qui sont pas. Alors eux en tant que catégorie, mais pas en tant que personne. Hein, si je comprends bien. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Tout à fait. Oui, parce que du coup, on parle souvent de défiance envers les institutions ou de défiance envers la parole officielle. Mais en fait, peut-être que c'est effectivement plus subtil que ça et que ça dépend plus d'autorité épistémique. Et du coup, c'est quelque chose que je trouve vachement intéressant. Je vais creuser la question dans ma tête. Je vais faire mon individualiste épistémique tout seul dans ma tête. Mais après tu reviens vers nous, hein, reste pas seul. C'est ça, pas trop longtemps parce que sinon ça fait mal. Oui, on est d'accord. Mais c'est intéressant parce que du coup cette réflexion sur quelle place pour les autorités épistémiques, Guillon en parle justement à la toute fin de son article et il dit justement que l'idée de l'individualisme épistémique, c'est ce rejet de manière indifférenciée de toute forme d'autorité épistémique. Vraiment, c'est, comme on le disait, hein, sur une île, et on ne dépend pas des autres pour savoir quoi que ce soit. Et c'est une vision qui est évidemment complètement aberrante parce qu'on dépend tout le temps des autres pour savoir des choses. J'avais lu dans la littérature, alors je ne saurais plus citer ma source malheureusement, mais je trouvais intéressant que l'auteur disait, même pour des choses très personnelles, on a besoin des connaissances d'autrui. Typiquement, notre date de naissance ou le lieu de notre naissance, on dépend complètement d'autrui pour le savoir. C'est vrai. Donc en fait, même des choses très privées, on a besoin d'autrui. Et en fait, on est plus souvent sous la dépendance d'autrui pour connaître des choses qu'en train de créer nous-mêmes de la connaissance. Puis je serais même un peu plus presque psychanalytique, parce que je suis pas fan de psychanalyse, mais se connaître soi-même, en fait. Oui. Ça se construit par rapport aux autres, quoi. C'est-à-dire que c'est par rapport à nos réactions, par rapport aux autres qu'on comprend comment on fonctionne. C'est parce que les autres nous renvoient des choses qu'on s'identifie à certaines choses. C'est parce qu'on fait une thérapie, peut-être aussi éventuellement, qu'on arrive à mieux se comprendre, etc., etc. Donc c'est toujours, on se construit par rapport aux autres, quoi. On est vraiment une espèce sociale. Donc c'est au centre, c'est au centre. Et c'est une thématique qui intéresse beaucoup justement l'épistémologie sociale, qui est une branche de la philosophie, qui est vraiment cette idée de on construit nos connaissances en lien avec autrui, et qu'on n'est pas du tout... il y a vraiment cette image, je ne sais pas si tu as remarqué, toi qui est dans les mouvements de promotion de l'esprit critique, il y a beaucoup d'ouvrages de formation à l'esprit critique où l'image de couverture du livre, c'est le penseur de Rodin. Je sais pas si tu as remarqué, c'est vraiment celle qui est utilisée tout le temps. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il est tout seul, il pense tout seul, il est en plus dans une posture comme ça, fermé aux autres. Et en fait, non, beaucoup de chercheurs sur l'esprit critique vont dire que ça se fait dans l'échange, ça se fait dans la réflexion, mais c'est vraiment quelque chose qui apparaît rarement, en fait. Cette idée que l'esprit critique, c'est quelque chose qui est censé se faire à plusieurs. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est un peu le mythe du génie, quoi, qui jalonne l'histoire des idées, en tout cas des idées populaires, des représentations populaires, en fait, que ce soit dans la littérature, que ce soit même tout simplement dans ce qu'on garde dans l'histoire, c'est-à-dire que on connaît tous Einstein, quoi. Même si pas tout le monde est capable de dire ce qu'il a fait et ce qu'il a apporté, tout le monde connaît Einstein, c'est parce que c'était un génie. Mais en fait, la science, Einstein ne s'est pas construit tout seul, quoi. Exact. Ouais, non, tout à fait. C'est un très bon exemple. Et en ce sens, j'aime beaucoup la fin du texte de Guillon, où il va dire que finalement, le penseur critique, c'est pas celui qui rejette toute forme d'autorité épistémique et qui pense par lui-même, c'est celui qui fait preuve de discernement à l'égard des différentes sources épistémiques et qui sait distinguer sur la base de critères. Alors, on fait juste déplacer le problème, parce que maintenant il s'agit de définir quels sont ces critères, mais le penseur critique, c'est celui qui, sur la base de critères, sait voir quelles sont les sources épistémiques. À qui faire confiance. Exactement, ouais. Quelles sont les sources épistémiques fiables de celles qui sont douteuses. Et je me pose aussi la question, alors là, ça devient plus compliqué, mais peut-être que tu aurais des hypothèses qui sont de l'ordre de l'opinion, du coup, mais ça pourrait être intéressant peut-être d'échanger là-dessus, c'est
se poser la question, mais en fait, pourquoi l'individualisme épistémique? Pourquoi on accorde une certaine importance à ce niveau-là? Moi, à la base, je me posais la question, je me disais, alors du coup, je suis très content d'avoir vos résultats, même si j'attends confirmation, mais au début, je me disais quand même, l'hypothèse de Guillon, de dire que l'individualisme épistémique peut être lié au complotisme ou même aux sceptiques, enfin aux penseurs critiques, etc. Je trouve que c'est un peu nul, pour être honnête, parce que je considérais que c'est quelque chose de très commun. C'est-à-dire que je pense que tout le monde, en fait, va avoir plus confiance dans ce qu'il a vérifié lui-même que dans ce qu'on va lui dire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on me dit un truc que je vais les croire à 100%. Je vais peut-être y croire, mais en tout cas, j'y croirai encore plus si je l'ai vérifié moi-même, quoi. Et donc, ça me paraît normal, finalement, d'accorder une importance à l'individualisme épistémique. Et ça me paraît difficile de jeter la pierre, en fait, aux complotistes sur ça, puisqu'en fait, on le fait tous, on a tous cette pensée-là. Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez vu qu'il y a une plus grosse corrélation, c'est-à-dire qu'ils ont plus tendance à accorder de l'importance à cette approche-là. Et c'est du coup, c'est ma question, ce serait pourquoi ils auraient cette tendance-là? Parce que il doit y avoir des raisons, que ce soit psychologiques ou psychosociales ou juste sociales peut-être. Est-ce que tu aurais des hypothèses par rapport à ça? Est-ce que vous en avez parlé entre vous déjà Alors oui, non, on était plutôt parti sur justement comment le tester empiriquement et puis comment voir si ça se mesurait. De là à chercher les causes d'où ça vient psychologiquement, c'est vrai que ce serait vraiment super intéressant de le faire. Je pense que il faut se méfier d'une possible confusion. En tout cas, je pensais à ça en t'écoutant, entre individualisme épistémique et autonomie intellectuelle, parce que l'autonomie intellectuelle, c'est comme tu l'as dit, c'est quelque chose à valoriser, c'est quelque chose d'important à mettre en avant, et d'ailleurs ça fait partie dans la littérature sur l'esprit critique des différentes, là ils disent vertus, mais ça peut être traits de personnalité, les traits de personnalité propres aux penseurs critiques, on trouve ça chez Paul et Elder, l'idée que le penseur critique fait preuve d'autonomie intellectuelle. C'est une espèce de juste milieu entre je crois tout ce qu'on me dit de manière excessivement naïve et crédule, et un autre versant, ce serait un autre excès exactement, ce serait non mais je fais confiance à personne, je me méfie de tout le monde et je suis dans une suspicion systématique. C'est stérile d'un côté ou de l'autre, et on a entre deux cette espèce de vertu de l'autonomie intellectuelle qui est, voilà, je me fais un avis, mais je finis par me faire un avis sur la base comme l'a dit Guillon, en fait, d'un processus de discernement, en fait, entre différentes sources. Donc autant je pense que l'autonomie intellectuelle est clairement à promouvoir et à mettre en avant, autant le fait de penser qu'on peut se baser que sur ses sentiments, que sur son ressenti, sur ses intuitions pour connaître le monde, je pense que la science nous apprend exactement le contraire, en fait. Tout ce que la science la science avec un grand S, toutes les sciences plutôt, tend à démontrer, la plupart du temps, ça va complètement contre nos intuitions. La Terre est pas forcément plate, contrairement à ce qu'on peut voir. C'est les mêmes atomes dans le diamant ou dans le carbone, enfin voilà, ce genre de truc où c'est un peu contre-intuitif. Je pense que penser que notre intuition est suffisamment fiable pour pouvoir s'en satisfaire, c'est vraiment pas vers là qu'on peut aller. Par rapport à la question que tu posais, je pense que d'où ça vient, mon hypothèse, ce serait de me tourner vers la littérature sur... alors quand tu as dit d'où vient cette tendance à l'individualisme épistémique, il y a cet article très connu et intéressant de Dan Sperber et collaborateurs sur la vigilance épistémique. Ils disent que ces mécanismes cognitifs de la vigilance épistémique se mettent en place parce qu'on sait qu'autrui peut nous mentir. Autrui peut, volontairement ou involontairement, nous induire en erreur, nous transmettre des données qui sont fausses, des connaissances qui sont erronées. Donc il y a la possibilité que dans l'échange, il y a de fausses informations qui soient partagées, volontairement ou involontairement. Et sachant ça, il y a ce mécanisme de vigilance épistémique qui se met en place de « attention, je suis pas prêt à croire n'importe quoi ». Et donc je pense que c'est peut-être... c'est une hypothèse à creuser, peut-être une exacerbation de ce mouvement de autrui peut me mentir, qui pourrait aller jusqu'à autrui va systématiquement me mentir, il va systématiquement vouloir m'induire en erreur. Oui, c'est intéressant parce que du coup, on constate quand même que bien souvent, il y a cette idée qui naît de constats qui sont que on nous a déjà menti,
que l'industrie pharmaceutique a déjà caché des choses, qu'il y a eu des problèmes sanitaires voilà, liés à certaines manipulations, etc., etc. Et à partir du moment qu'on sait que les politiques, voilà, ils devraient tous aller en prison, n'est-ce pas? Donc, voilà, on a tellement en fait d'exemples dans notre vie, et surtout depuis que les médias en fait ont pris une importance colossale dans nos vies. On a beaucoup d'informations et donc forcément on croise énormément tout ce type d'informations, on les croise beaucoup plus facilement, peut-être que ça joue, mais en tout cas ça peut donner une sorte de représentation du monde qui est que en fait on nous ment, en tout cas que certaines autorités nous mentent, voilà. Et que donc du coup comme tu disais toi, ça va confirmer, ça va activer ou ça va peut-être rendre un petit peu plus fort cette défense-là, quoi, qu'on a acquis par l'évolution de la vie, via la vie sociale avec d'autres individus humains qui nous mentent potentiellement. Ça peut être effectivement une piste intéressante. Moi, j'ai pensé peut-être à un truc aussi, c'est que l'individualisme épistémique, en fait, c'est de dire, voilà, j'ai vérifié par moi-même, parce qu'en fait, peut-être que les gens, ils ont besoin de revaloriser leur ego à cause de certaines choses qu'ils ont vécues dans leur vie ou de certaines conditions sociales difficiles ou des choses comme ça. Et du coup, ils ont besoin en fait de reprendre confiance en eux et de se revaloriser et du coup se dire qu'on a vérifié les choses par nous-mêmes parce que nous, on est quelqu'un qui sait vérifier les choses, qu'on est suffisamment pertinent et intelligent pour pouvoir comprendre les choses par nous-mêmes, etc. Et du coup, ça me rejoint en fait l'idée de Anthony Lantian, qui est un chercheur en psychologie sociale aussi, qui travaille sur le complotisme et qui a porté cette idée de lier le complotisme avec le besoin d'unicité. En fait, c'est en fait un besoin qu'on aurait de se sentir important, de se sentir unique par rapport aux autres, etc. En tout cas, socialement, d'être relativement brillant en fait. Et peut-être que c'est lié justement à un besoin de se sentir brillant par rapport au fait que dans la vie de tous les jours, peut-être que la société ne nous renvoie pas cette image-là, quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à creuser, parce qu'on voit que souvent, les complotistes, ce sont des gens qui sont dans des conditions sociales, j'allais dire précaires, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, pas favorisées. Les gens favorisés, en général, sont beaucoup moins complotistes. Après, voilà, c'est une généralisation parce que c'est pas toujours le cas. On trouve du complotisme même chez les élites, hein, donc mais après c'est peut-être d'autres formes de complotisme aussi. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein d'explications peut-être possibles aussi. Enfin, voilà, j'avais pensé à ça, j'avais relié cette idée d'individualisme épistémique à cette idée de se sentir important et de se sentir un petit peu meilleur que les autres, quoi. Ouais, effectivement, ouais, c'est intéressant comme piste. Ça m'a fait penser en t'écoutant au fait que je parlais tout à l'heure des vertus qui sont liées à l'esprit critique. Une des vertus qui est mise en avant par la même littérature dont je parlais tout à l'heure, c'est la notion d'humilité épistémique, d'avoir conscience qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, et d'avoir conscience de la limite de nos connaissances. Plus tu sais de choses, plus tu as conscience de l'immensité des choses que tu ignores. Et finalement, en fait, on sent ce manque peut-être d'humilité intellectuelle dans le cadre de l'individualisme épistémique, étant donné que, comme on l'a dit tout à l'heure, on estime qu'on est soi-même une source suffisamment fiable, en fait, pour être au final la seule source sur laquelle on va se baser. Et en ce sens, comme Guillaume dit au début de son article que la mentalité conspirationniste est une forme de perversion de l'esprit critique, que finalement ces deux notions sont pas si éloignées l'une que l'autre, là je vois en tout cas dans la notion d'humilité épistémique un grand critère de distinction en fait entre le penseur critique ou la penseuse critique qui va apprendre à faire preuve d'humilité intellectuelle parce qu'il ou elle aura conscience de l'ampleur de ce qu'il ne sait pas, contrairement à peut-être un tenant d'une théorie du complot qui, s'inscrivant dans un individualisme épistémique, estime être une source suffisamment fiable et pas peu biaisé peut-être, ou alors en tout cas pas conscient de ses biais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Et bon, après, ça m'a fait repenser le fait que tu recites le papier, ça m'a fait penser à un truc que je trouve aussi pertinent dans le papier, c'est il précise, il explique en fait pourquoi donc Pitman et Cody considèrent que les théories du complot ne sont pas forcément
irrationnel dans le sens où voilà, la rationalité c'est quelque chose de normatif. Et comme tu disais, sa définition à lui, elle est normative parce qu'en fait, il pose l'expertise au sommet en fait de la norme, quoi. Et mais c'est quand même un point de vue qui se défend vachement bien. C'est certes normatif, mais en même temps, c'est quand même difficile, je trouve, de trouver les meilleures sources épistémiques, quoi. Donc, je trouve que là, il démontre complètement complètement que les théories du complot et même les positions de Picden et Cody sont irrationnelles en réalité. Oui, effectivement, en tout cas difficilement tenables. Oui, tout à fait. Ouais, irrationnel. C'est normatif du coup quand je dis ça aussi, mais c'est vrai que c'est vrai que je vois pas trop comment défendre le truc. C'est comment défendre l'idée opposée, ça me paraît compliqué, quoi. Je suis d'accord. Voilà, je sais pas, je pense qu'on a fait le tour. Tu avais des choses à rajouter peut-être sur le papier ou sur autre chose, sur l'individualisme épistémique en lui-même? Non, pour moi c'est bon. Je trouve. Enfin, j'arrive au bout de ma feuille de notes aussi, donc je pense que c'est ton cas aussi. Oui, tout à fait. Donc, parfait. Je trouvais que c'était très intéressant. Alors, j'ai aussi beaucoup parlé comparé au précédent podcast, parce que j'avais noté des points qui m'intéressaient à aborder. Donc, j'ai beaucoup lu le texte de Guillon, mais du coup, j'espère que tu t'es pas senti juste trop lésé par rapport au fait que j'ai beaucoup parlé. C'est vraiment plutôt une conversation, un échange, et ça me va bien de le faire comme ça. Ok, parfait. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cet échange qui était très intéressant. J'espère que les auditeurs auront aussi été intéressés. Je vous propose donc si vous avez aimé ce podcast, de le partager le plus possible. J'essaierai de mettre très bientôt sur le blog, je pense d'ici la fin du mois, je mettrai mes petits commentaires sur le papier de Guillon en faisant des citations, etc. Et si vous avez la possibilité de lire cet article, n'hésitez pas parce qu'il est quand même super bien foutu. Voilà. Donc, merci à toi. Et je te remercie moi aussi.